L'heure H. Jean-Louis Lahaye. New York. Notre histoire commence dans un appartement aux allures de château, non loin de la célèbre 5e avenue, au sommet d'un building historique de la ville. Sur toute la surface du toit, pierres luxueuses, terrasses et piscines s'étendent là, sous le patronage d'un ciel chargé de nuages et de flocons. Ah, c'est bientôt Noël. Tiffany, 17 ans, est une jeune fille à qui tout sourit depuis sa plus tendre enfance. Elle est la fille d'un capitaine de l'industrie new-yorkaise et d'une mère journaliste, ancienne mannequin, qui assiste au défilé de mode du monde entier pour les plus grands magazines. En somme, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Aujourd'hui pourtant, un stress inhabituel l'assaille alors qu'elle est rentrée des cours depuis quelques heures. C'est pas l'approche des fêtes de fin d'année qui la plonge dans cet état particulier, mais bien une rumeur qui enfle depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram. Tous ces contacts en parlent sans discontinuer. Une annonce mystérieuse semble sur le point de jaillir, comme par enchantement, des limbes d'Internet. Une annonce qui révolutionnera le monde de l'entertainment et celui de la musique. Nous sommes le 12 décembre 2016. Il est 19h30 et c'est l'heure H de mon histoire. Sa mère à Milan, son père empêtré dans ses soucis quotidiens, dans les bureaux de sa société, Tiffany est seule au sommet de son monde. Seul Albert, impassible et discret majordome, vaque à ses occupations comme une ombre glissant sur les murs garnis de peintures de maître. La jeune fille, elle, n'est pas plus intéressée par le vieillissant employé que par les Renoir et autres Chagall. Non, elle, ce qu'elle attend, c'est la bombe dont on annonce l'explosion comme imminente. Ce soir, Tiffany est si stressée qu'elle a refusé d'avaler la moindre denrée alimentaire. Enfermée dans sa chambre, elle rafraîchit frénétiquement son fil Twitter toutes les 2 secondes, dans l'espoir d'être la première à pouvoir découvrir ce qu'on présente déjà comme quelque chose d'absolument révolutionnaire. Pourtant, le temps passe et rien ne se produit. Elle est pourtant sûre d'elle. Sa mère, bien implantée dans la jet-set, lui a certifié que le milieu n'arrête pas de parler de cette annonce qui se fait décidément bien désirer. Elle commence à désespérer l'ado qui scrolle sur son lit à la manière d'une accro en manque de son shot de dopamine. Pourtant, au bout de l'espoir, Tiffany laisse échapper une onomatopée marquant sa surprise à la suite d'un énième rafraîchissement de son fil d'actu. Une vidéo d'1 minute 40 secondes vient d'apparaître sur son écran. Et elle vient à peine d'être postée que les réactions s'emballent. La mère de Tiffany avait raison. Fire, un festival comme aucun autre, venait de teaser son ouverture prochaine. En lançant la bande-annonce, la jeune fille est restée scotchée. En l'espace de quelques secondes, la plupart des mannequins les plus connus du monde ont reposté la vidéo promotionnelle. Dans le désordre, Bella Hadid, Kendall Jenner et toute sa smala, Emily Ratajkowski et bien d'autres. L'effet de mode est absolument incroyable. Incontrôlable même. Et il faut dire que le Fire Festival, d'entrée de jeu, promet tout ce qui peut se faire de plus incroyable et de luxueux aussi. La jeune Tiffany, les yeux aussi ouverts et ronds que des billes, observe ce qui semble tout droit sorti d'un film produit par Hollywood. Elles sont des dizaines de mannequins à défiler sur l'écran avec pour terrain de jeu une île paradisiaque, entourée d'eau azur et de végétation luxuriante. La présence des femmes les plus iconiques du moment est contrebalancée par l'immersion de batteurs, de musiciens, de DJs. En 10 secondes à peine, le décor est planté. Bienvenue au Fire Festival.
L'annonce est aussi inattendue qu'incroyable. Et vend du rêve. 2 week-ends de fête au bout du monde, sur une île qui aurait appartenu au parrain de la drogue, l'inégalé Pablo Escobar lui-même. Un festival de musique immersif, une arrivée sur place exclusivement prévue en jet privé, le tout sur un coin de paradis entièrement privatisé. Voilà qui annonce la couleur. Mais ce n'est pas tout. Ce qui choque la jeune femme instantanément, c'est le combo qu'offre le festival à celles et ceux qui découvrent cette bande-annonce. L'organisation ne souhaite pas offrir aux détenteurs des tickets une succession de concerts plus fous les uns que les autres. Non, le but est encore plus grand que cela. Fire compte vendre aux chanceux et chanceuses qui viendront y passer un week-end une véritable expérience de vie et de luxe. Plus d'1 minute de plan plus divin les uns que les autres et un écran noir à la toute fin. Comme une dingue, la jeune fille compose à la hâte le numéro de sa mère qui a à peine le temps de décrocher son combiné. « Ma maman, t'avais raison, c'est de la folie ce truc. On doit prendre des tickets, faut y être !» Emballée, la mère de la jeune fille est également. Mieux que ça. Elle connaît vaguement l'un des organisateurs et donc, elle compte bien passer devant toute la file d'attente pour obtenir des billets pour le premier week-end qui se déroulera à la fin du mois d'avril suivant. Pas question de louper l'événement de l'année, d'autant plus pour cette famille new-yorkaise habituée à se retrouver là où il faut quand il le faut. Et le mieux reste à venir. Lorsqu'elle entend les détails fournis par sa mère, toujours bien informée au cœur du microcosme, la jeune fille tombe des nues. Si la liste des musiciens invités reste pour le moment encore inconnue, les hébergements des festivaliers, eux, seront tout ce qui se fait de plus luxueux. Une chambre dans une villa pour un week-end de festival. C'est du jamais vu. Mais ce n'est pas tout. Les équipes d'organisation annoncent qu'elles ont demandé aux plus grands chefs étoilés du monde entier de venir sur place afin d'offrir aux festivaliers la plus belle des expériences culinaires. Bref, tout semble parfait et même révolutionnaire. Il faut dire que Fire n'est pas tout à fait une inconnue sortie de nulle part. Ce nom, Tiffany le connaît bien. C'est une application avec laquelle sa mère a déjà travaillé à plusieurs reprises et qui permet à n'importe qui de louer la présence d'une célébrité pour un événement, un gala de charité, un repas d'affaires ou même un anniversaire. La classe, quoi. La jeune fille, excitée comme une puce, s'empresse de demander à sa mère qui a pu avoir cette idée de génie. C'est le rappeur Ja Rule qui s'est associé à un autre nom qui circule pas mal parmi mes contacts pro. Il s'appelle Billy McFarland, le PDG de Fire. C'est un jeune homme hyper sympa. Loué soit ce Billy McFarland. Jamais Tiffany n'avait été aussi admirative du travail de quelqu'un. Restait tout de même une inconnue avant de se jeter au milieu de l'arène à ne pas rater de l'année 2017. C'est le prix du ticket. Là encore, la jeune fille est surprise. Les premiers prix s'élèvent entre 500 et 1500 $. Pour le pack complet, comprenant la chambre dans une villa et les repas ahurissants fournis par les chefs étoilés missionnés, là, le ticket est de l'ordre de 12 000 $ pour le week-end. Une somme, certes, mais loin des standards des autres manifestations de luxe pouvant s'y rapprocher. Ni une ni deux, les billets haut de gamme sont pris. Tous les autres ne vont pas tarder à suivre. En l'espace de quelques heures, après l'ouverture de la billetterie, une razzia transforme le Fire Festival en un véritable succès commercial. Tiffany, comme tous les autres chanceux, n'a qu'une hâte, se retrouver au cœur des Bahamas, au pied de la plus belle scène du monde. Oh, vous pouvez me croire sur parole. Les festivaliers ne sont pas au bout de leur surprise. L'histoire du Fire Festival, autant que celle de son créateur, Billy McFarland, est une histoire aussi dingue que rocambolesque. Ici, mystère et rebondissement forment l'ensemble d'un récit comme il n'en existe aucun autre. Le Fire Festival, tout autant que Woodstock, a fait une entrée fracassante
dans la légende du monde de la musique. Attachez-vous bien, ça va secouer. Vous ne reviendrez pas de cette heure H indemne. Notre histoire commence un peu plus d'1 an plus tôt. Nous sommes au cœur des Bahamas, alors que la chaleur de l'été, sur la carlingue du petit avion de tourisme ballotté dans les airs, se fait profondément sentir. 2 jeunes hommes à bord, lunettes de soleil sur le nez et style impeccable, sont en repérage. Ja Rule est un rappeur à la carrière aussi sensationnelle que des montagnes russes. Le musicien US, considéré à ses débuts comme l'un des plus talentueux de sa génération, a su parfois se perdre en chemin. D'ailleurs, il sort de prison. Il s'est fait arrêter pour possession de drogue et d'armes illégales avec son pote, Lil Wayne. 2 ans sous les verrous tout de même, et un net sentiment de revanche sur la vie, ainsi qu'une crise de la quarantaine carabinée. De quoi planter le décor. Il y a quelques mois, lors d'une réception à New York, il a rencontré un jeune gars aux idées folles et saugrenues, Billy McFarland. Sa boîte de l'époque avait réuni des stars et des influenceurs pour parler de projets divers et variés. Le courant entre les 2 hommes était tout de suite passé, comme par enchantement. Leur envie d'entreprendre et de faire de l'argent autour du luxe et du show business avait fait le reste. L'application Fire est née, et avec elle, l'idée d'un événement promotionnel comme personne n'en a jamais vu. Ja Rule, lui, est devenu le porte-parole de la boîte, qui se décrit comme le Uber de la mise en relation entre les privés et les people. Voilà pourquoi les 2 hommes se retrouvent au-dessus des eaux idylliques des Bahamas. Bien que turquoise, la mer se déroule comme un tapis rouge de festival, pur, placide. Elle laisserait presque deviner les poissons qui s'y mêlent joyeusement. Mais les 2 entrepreneurs, c'est une évidence absolue, ne sont pas venus pêcher. Non, leur cible est bien plus grosse. Que dis-je, elle est gigantesque. Et surtout ambitieuse. McFarland, en effet, recherche une île. Une grosse île. Et pour cause, c'est un festival colossal que les Lascars s'apprêtent à organiser. De ceux qu'on n'a encore jamais vus. Les mannequins les plus en vue du monde sont déjà toutes retenues pour le teasing de l'événement. Oui, mais si le tournage est programmé, le lieu, lui, est encore totalement inconnu. Ce petit voyage en avion, donc, est bien plus qu'une balade bucolique. Alors que le pilote tourne en rond au milieu de la zone, survolant les îlots sans savoir réellement quoi faire, McFarland, d'un coup, pointe du doigt un banc de sable un peu plus loin. Là, celle-là, tu la vois? Elle est énorme. Ah, il faut se poser, hein. Le pilote s'exécute, sans pour autant être parfaitement rassuré. Beaucoup de ces îles sont privées, et ce qu'il s'y passe parfois se déroule pour le moins sous les radars. Mais ceux-là, les entrepreneurs n'en ont pas grand-chose à faire. Bon, après tout, ce qui importe, c'est la réussite de leur projet. Si le banc de sable sur lequel ils veulent se poser est une propriété privée, ils trouveront bien celui qui le détient et le lui loueront à prix d'or. Tiens, posez-vous là, juste sur la plage. Nous allons bien trouver quelqu'un pour nous renseigner. Une fois l'avion sur le site, personne évidemment. Des cocotiers, un paysage paradisiaque, mais pas âme qui vive à la ronde. Alors McFarland attrape son téléphone, cherche à se géolocaliser. Norman's Cay. Ça parle à quelqu'un, ce nom? Ja Rule ne bronche pas, les autres non plus, sauf le pilote qui blêmit, exactement comme s'il avait vu un fantôme. Mais c'est l'île de Carlos Leder. Vous êtes fous, il faut repartir. Pas de quoi effrayer les jeunes hommes. Pourtant, ce Leder est une des têtes pensantes du cartel de Medellín en Colombie, un des hommes les plus puissants du milieu, et donc l'un des plus dangereux. La réaction de McFarland, pourtant, a de quoi en étonner plus d'un. Trouvez le moyen de contacter cet homme. Je veux son île pour notre événement. McFarland et son associé se retrouvent donc un peu par hasard sur cette île paradisiaque des Bahamas, et le jeune homme en tombe littéralement amoureux. Reste à se mettre d'accord avec ses propriétaires pour la louer afin d'y accueillir son festival.
Mais Carlos Leder n'est pas un enfant de cœur. Et s'il accepte, c'est uniquement devant la somme d'argent promise par les deux associés pour la location de son île. De plus, les équipes du Fire Festival devront respecter une obligation s'ils veulent pouvoir déambuler sur ce sable fin. Ne jamais révéler l'identité de Leder, connu pour être un baron de la drogue. Dans le cas contraire, c'est tout l'événement qui serait mis à mal. Le jeune homme, donc, peut se satisfaire d'avoir trouvé le lieu idéal. Il navigue pourtant en eau trouble, mais peu importe. Ainsi est faite l'histoire de sa vie. Vous l'avez certainement compris, le héros de notre histoire aujourd'hui se nomme Billy McFarland. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est un personnage haut en couleur. Gamin du New Jersey, il est né en 1991 dans une famille somme toute aisée et où ses parents, promoteurs immobiliers, à la tête de contrats multiples et lucratifs, l'entourent tout à fait normalement. Billy, dont le nom de naissance est en réalité William, se fond totalement dans le moule sociétal et scolaire et trace son petit bout de chemin dès son plus jeune âge. Son adolescence, comme dans bien des cas, est plus ou moins complexe. Billy aime se retrouver au cœur de l'attention, quelles qu'en soient les conséquences potentielles. En classe, il est un trublion et dans la cour de récré, il n'hésite pas à rouler des mécaniques. Bref, Billy est le genre d'ado qui sait se montrer turbulent et qui va apprendre rapidement à se servir de cette aura particulière pour faire naître ses premiers éclairs de génie. Alors qu'il est encore au collège, il développe un site internet permettant à des professionnels de se mettre en relation avec des clients potentiels. Inspiré par le talent de ses parents, qui ont su se faire une place au milieu d'un marché concurrentiel, le jeune McFarland va se lasser des cours et des âneries qu'il y distille. Et il abandonne le lycée avant même d'obtenir un diplôme. Oh, peu importe, se dit-il. J'ai le talent pour m'imposer dans le monde des affaires. Ouais. En réalité, la marche permettant d'atteindre le succès est bien plus importante qu'il n'y paraît. Billy plante lamentablement sa première start-up. Mais le jeune homme est de ceux qui ont l'abnégation chevillée au corps. Persuadé d'être un génie du net, il ne se résigne pas et se lance dans un nouveau projet en 2013. Cette fois, le vent tourne et la sauce prend. Une levée de fonds à plusieurs millions de dollars plus tard et c'est le succès tant attendu. Billy a eu une idée de génie. Permettre à des clients huppés d'acheter une carte de crédit qui donne accès à des zones très privées et parmi les plus dynamiques des États-Unis. Rapidement, c'est plus de 40 000 clients qui se dotent de la carte magique dans l'espoir de vivre des sensations fortes en tout genre et d'en mettre plein la vue à leurs proches. Oui, mais voilà. Le château de cartes ne va pas tarder à s'effondrer. Le concept de la carte de crédit, alors même que Billy n'est pas banquier, a des limites assez faciles à comprendre. Son entreprise n'a pas vocation à devenir la nouvelle FedEx. Billy serait donc un de ces chefs d'entreprise un peu louches qui promettent monts et merveilles avant de se substituer à leurs obligations. Certains appellent ça des arnaqueurs. Le Fire Festival serait-il alors un feu de paille, condamné à devenir une catastrophe industrielle? McFarland, de son côté, est très clair. Il a tout prévu pour faire de ce projet la réussite de sa vie. Les détenteurs de billets, eux, ne demandent pas mieux. Nous sommes à la sortie de l'hiver, début 2017. Voilà quelques mois que les billets pour le Fire Festival sont partis comme des petits pains, que la programmation est arrêtée et que l'annonce de la présence des groupes tels que Blink-182, Major Lazer ou Disclosure a de quoi donner l'eau à la bouche aux riches festivaliers. Et pourtant, rien n'est prêt.
Pire, au sein de l'organisation du festival, c'est le branle-bas de combat. En effet, McFarland vient de recevoir une nouvelle, on ne peut plus mauvaise. L'île de Norman's Cay, ce petit coin de paradis qui devait accueillir musiciens et festivaliers, vient de lui passer sous le nez. Pourquoi ? Billy a eu la très mauvaise idée d'annoncer dans son teaser de l'événement que l'île avait appartenu un jour à Pablo Escobar, son proprio actuel, une des figures du plus puissant cartel de Colombie, n'a pas apprécié la référence et s'est retiré du marché. Pour les équipes de Fire, c'est une catastrophe absolue. Alors que des doutes planent sur la préparation depuis déjà plusieurs mois, ce coup du sort, qui aurait certainement pu être évité, est la goutte de trop pour certains investisseurs qui ont donné leur confiance à Billy. L'un d'entre eux, Andy King, est des plus fébriles. Depuis le début du projet, il signe très régulièrement des chèques encaissés aussitôt par McFarland. Lorsqu'il apprend la nouvelle, il se précipite auprès du jeune homme. « Billy, tu peux m'expliquer ce que c'est que ce bazar ?» Pendu au téléphone, entouré par ses amis et d'autres parties prenantes du projet, McFarland semble plus sûr de lui que jamais. Dans le doute, il prend en épaisseur. Et il en est persuadé, il va trouver une solution. Pourtant, nous sommes à 2 mois de l'événement le plus attendu de l'année. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que de nombreuses raisons pourraient pousser les 2 hommes à tout arrêter. Mais Billy, lui, refuse de penser à cette éventualité. Lorsque, enfin, il daigne répondre à Andy King, ses mots sont empreints d'une confiance absolue. « Si tu veux amener de la négativité ici, tu peux t'en aller. Hein. Non, moi je m'emploie à chercher des solutions et à les trouver. » Fin de la discussion. Pas de place laissée au dialogue. McFarland veut réussir son pari. Et pour ça, il est prêt à tout accepter, à tout risquer. Même la vie des festivaliers ? Peut-être bien, oui. McFarland croit en son projet et en sa promesse. 2 week-ends de folie, afin de vivre une expérience hors du commun. Sur le papier, tout semble parfait. Pourtant, les écueils n'ont de cesse de se multiplier. Mais peu importe. Le jeune homme persiste et signe et continue tête baissée. Il n'a plus d'île ? Oh, pas de problème. Il va en trouver une autre. Les sommes engagées sont folles. Un poste de la mannequin et star de télé-réalité Kendall Jenner qui parle du festival à venir. 250 000 $. Rapidement, les choses dérapent et les compteurs s'affolent. Pourtant, les groupes annoncés attendent toujours de recevoir leur cachet. Billy se rabat sur l'île d'Exuma, bien moins paradisiaque que la précédente, à la capacité d'accueil beaucoup plus limitée et surtout bien plus proche de la civilisation. En gros, le lieu risque d'être trop exigu. Mais c'est pas tout. L'île accueille à la même date que Fire un événement annuel très réputé. Et l'organisation du festival ne peut réserver de chambres d'hôtel, toutes déjà bookées. Les villas promises aux influenceurs et aux festivaliers les plus huppés, inexistantes. À la place, les équipes investissent dans des tentes et des lits de camp qui subissent un déluge la veille de l'arrivée des festivaliers. Le projet de McFarland prend des allures de cauchemar en série. Le matin même du lancement des hostilités, les organisateurs doivent faire face à un manque de 350 lits. Mieux, les musiciens programmés, qui n'ont toujours pas été payés, retirent leur confiance et décident d'annuler leur participation et leur venue. L'histoire se termine avant d'avoir commencé, en somme, et l'échec ne fait plus aucun doute. Alors quoi faire ? Billy McFarland, au pied du mur, doit prendre une décision qui s'annonce radicale, alors même que plusieurs centaines de festivaliers se pressent déjà sur le lieu du festival. Ce qu'il découvre dépasse l'entendement. Des tentes exiguës et trempées, habituellement réservées aux réfugiés des catastrophes naturelles. Des sandwichs de pain rassis avec une tranche de fromage à la place des mets extraordinaires promis de prime abord.
Une absence totale d'électricité et de sanitaires décents. McFarland et Fire, très rapidement, se retrouvent sous le feu des critiques. Les influenceurs s'attendant à côtoyer luxe et privilèges sont les pieds dans l'eau, sans savoir quoi faire. Ils ne tardent pas à inonder les réseaux sociaux d'un bad buzz ahurissant. À quelques heures du début du festival, Billy se retrouve contraint d'annuler purement et simplement la manifestation, beaucoup trop tard, alors que la scène n'est même pas encore totalement montée. Pour les festivaliers, déjà arrivés sur l'île, c'est l'enfer sur terre. Alors qu'ils veulent repartir, les autorités les bloquent à l'aéroport toute la nuit durant, sans eau ni nourriture. Pourquoi ? Parce que l'organisation s'était engagée à leur fournir leur billet retour. Il n'en était rien en réalité. Cela provoqua, vous pouvez l'imaginer, un incroyable imbroglio. Pour enfoncer le clou, les festivaliers, auxquels on a garanti la possibilité de payer tous les achats via des bracelets électroniques fournis à l'entrée du festival, sont venus sans argent liquide. Ainsi, et alors que les fameux bracelets ne sont jamais arrivés, tous se retrouvent totalement démunis. C'est l'escalade, ni plus ni moins. McFarland est au bout du rouleau. Dans une conversation lunaire, il somme Andy King d'aller soudoyer sexuellement les douaniers afin de récupérer les quelques cubis d'eau destinés aux festivaliers et qui ont été saisis. Cela donne une idée de l'ampleur de la catastrophe. On se rend rapidement compte que les locaux chargés de monter les infrastructures n'ont également pas vu l'ombre d'un dollar et que McFarland, totalement dépassé, disparaît très vite dans la nature, abandonnant ses dettes. Pour les pauvres festivaliers, le retour sur Terre est aussi rapide que brutal. Sur les réseaux, c'est l'emballement. Certains groupes et artistes sortent du silence. Certains dénonçant le fait d'avoir été annoncés sans même avoir donné au préalable leur accord. Et pourtant, Billy McFarland est persuadé de pouvoir organiser l'événement qu'il a promis à ses clients. Ses associés l'ont lâché, ses prestataires aussi. Il n'en a cure. C'est à croire que même sans musiciens, il jugerait possible d'organiser un festival. Ce côté risible de sa personnalité témoigne d'une impossibilité de se confronter à la réalité. Elle va pourtant le rattraper à toute berzingue. Les victimes du Fire Festival s'organisent. La justice va se saisir de l'affaire et McFarland, lui, va devoir se justifier. Enfin, serait-on tenté de dire. Octobre 2018. Billy McFarland, depuis quelques mois, connaît bien la configuration des tribunaux américains. Au mois de mars, il a plaidé coupable pour les chefs d'accusation de fraude électronique et escroquerie qui lui étaient reprochés. En effet, au-delà des festivaliers, de nombreux investisseurs se sont retrouvés le bec dans l'eau. L'un d'entre eux, Andy King, a perdu la bagatelle d'1 million de dollars, loin d'être une paille. Le jeune homme, costume-cravate, est dans l'attente. Autour de lui, ses avocats sont eux aussi dans l'expectative. Face à eux, la cour. Derrière eux, les parties civiles, représentant les innombrables victimes de la catastrophe qui vient de se jouer aux Bahamas. Les conseils de Billy ont été clairs avec lui. Il y a de grandes chances pour que la sentence soit lourde. Mais le jeune homme ne veut pas y croire. Après tout, et selon lui, il n'a pas fait grand-chose de mal. Pourtant, la justice, elle, a estimé qu'il avait lésé à tour de bras nombre de personnes. Ses mensonges et ses manœuvres sont découverts, les unes après les autres. La Cour, d'ailleurs, ne s'y trompe pas. Les réquisitions ont été lourdes de sens et le terme d'escroc a été employé à plusieurs reprises. D'ordinaire, si sûr de lui, Billy ne peut pas dissimuler une certaine inquiétude. Son cœur, lui, bat dans les tempes. Sa gorge le serre. Fébrilement, son caractère affirmé s'écorne. La sentence ne va, hélas pour lui,
pas permettre de reprendre pied. La Cour se prononce avec une extrême sévérité contre lui. Des années de prison. Une amende si salée qu'elle se chiffre à plusieurs dizaines de millions de dollars. Billy McFarland est mis hors d'état de nuire. Ce soir, il dormira derrière les barreaux. 6 ans de prison, plus de 25 millions de dollars d'amende. Voilà ce qu'il en coûte d'être condamné pour fraude et escroquerie au pays de l'oncle Sam. Il faut dire qu'un recours collectif lancé en mai 2017 avait fait grand bruit puisqu'on parlait alors de plus de 100 millions de dollars de dommages et intérêts. C'est par cette brèche que la justice américaine s'est infiltrée dans l'affaire, opposant aux associés excusés du peu 6 poursuites fédérales. Pour Billy McFarland, c'est la fin de l'aventure. Et il est temps pour nous de faire l'autopsie de cette histoire des plus rocambolesques. Comment ce jeune homme, loin d'être milliardaire et encore moins connu pour sa philanthropie, a-t-il pu décemment croire que son modèle économique pouvait marcher? Au fond, Billy McFarland est persuadé de pouvoir proposer des prestations luxueuses à un prix défiant toute concurrence. L'expérience du Fyre Festival est certainement celle qui a entraîné le plus de conséquences, mais il est coutumier du fait. Ses précédentes start-up n'ont pas rencontré plus de succès, à l'exception d'une d'entre elles qui va se casser la figure en parallèle du scandale provoqué par Fyre. Mais c'est pas tout. À de nombreuses étapes du processus, lui ou Ja Rule, son associé, auraient pu tout arrêter. Je vous rappelle que 2 mois avant l'événement, l'île de Leder leur passe sous le nez lorsqu'ils croient judicieux d'évoquer la figure de Pablo Escobar, qui, soit dit en passant, n'a jamais été propriétaire de l'île en question. Mais bon, jouer avec le feu, ça brûle. Voilà un adage qui aurait bien fait de lire un peu plus souvent notre héros du jour. Le rappeur, lui, s'en tire avec les honneurs, n'étant jamais inquiété pour les faits relatifs au festival. En effet, la justice a considéré qu'il avait été trompé par McFarland et ses mensonges. La justice américaine, de plus, va chercher à comprendre les tenants et les aboutissants de l'affaire, notamment une question centrale et difficile à trancher. Billy savait-il en amont de l'événement que le festival serait un désastre? Autrement dit, avait-il conscience de courir vers les abîmes à grandes enjambées? Ou bien n'est-il qu'un mauvais gestionnaire, persuadé de réussir l'impossible avec un optimisme candide? Le procès a permis de faire la lumière sur sa personnalité. Billy est loin d'être innocent. En vérité, c'est un véritable arnaqueur. Au moment de la préparation du festival, il ment notamment à plusieurs reprises à ses prestataires et ses investisseurs afin de les rassurer sur la faisabilité du projet. D'après eux, McFarland annonce que la société Fyre génère plusieurs millions de dollars par an de bénéfices. En réalité, c'est totalement faux. On parle d'à peine 60 000 $ de résultats nets. Pas de quoi pavoiser avec les plus grands mannequins sur sable fin. Mais l'histoire de McFarland ne s'arrête pas là. Alors qu'il est sous liberté conditionnelle en attente de son procès, lassé d'attendre sagement la poursuite de l'affaire, le jeune homme va s'associer avec un de ses amis et va envoyer un mail à toutes les personnes lésées dans le cadre du Fyre Festival. Le but ? Proposer la vente de tickets pour de grands événements comme la Fashion Week, à des prix défiant toute concurrence. Culot, vous avez dit ? C'est le moins que l'on puisse dire. Pourtant, cet événement nous en dit long sur Billy, qui, même pris la main dans le sac, en attente d'une instruction qui va lui coûter des années de prison, continue de jouer avec le feu et avec la légalité. Parce que ces fameux tickets pour la Fashion Week ou pour les concerts des artistes en vogue, la nouvelle boîte de McFarland ne les a pas. C'est donc une nouvelle arnaque qu'il monte de toutes pièces. Le schéma se répète encore et encore, et cette fois, c'est près de 100 000 $ que son associé et lui obtiennent en arnaquant des personnalités crédules, qui auront laissé des plumes dans le cadre du Fyre Festival et dans celui de la vente des billets frauduleux. Cela explique très clairement la sévérité de la justice à son égard.
McFarland n'avait pas besoin de cette affaire supplémentaire, et pourtant, c'est comme si le jeune homme ne pouvait pas s'en empêcher. Il est aussi possible de pointer du doigt l'entourage de l'homme d'affaires frauduleux. McFarland avait des investisseurs dans ce projet, et personne n'a jugé bon d'intervenir en temps voulu pour stopper la mascarade et protéger les clients ayant acheté des billets pour le festival. Ceux-là n'ont jamais été condamnés. Ils auraient peut-être dû. À moins qu'ils aient eux aussi été abusés par ce pouvoir de persuasion et ce charisme tout particulier. Quoi qu'il en soit, ils se retrouvent derrière les barreaux. De quoi apaiser ces velléités de business douteux? Eh bien, pas du tout. Plusieurs histoires vont émailler son passage en prison. Il est notamment placé plusieurs mois en isolement car il détenait du matériel informatique de manière illégale dans sa cellule. Mais c'est pas tout. Il crée, durant la pandémie, une chaîne de podcasts visant à mettre en contact plus facilement les détenus et leurs proches. Il gagne donc de la visibilité et certainement de l'argent. Le 30 mars 2022, McFarland est libéré de prison et retrouve la liberté dans le cadre d'un régime de conditionnel. Il aura entre autres choses l'obligation de ne plus jamais être PDG d'une société et de suivre un traitement médical. Est-ce que cela va pourtant l'arrêter? Pas loin du monde. Toujours à la recherche de la célébrité et de la richesse, Billy est ressorti du bois tout récemment. Pourquoi? Parce qu'avec lui, rien n'est jamais terminé. Il y a quelques mois, l'homme d'affaires a annoncé une nouvelle édition pour le Fire Festival. Non, vous ne rêvez pas. Non, et je ne vous fais pas une mauvaise blague. Cette fois, en revanche, les billets vont de 450 à plus d'1 million de dollars, suivant les formules. Et les promesses de Billy aux festivaliers sont plus extravagantes encore. De quoi provoquer la méfiance de ces derniers? Un peu, certainement. Mais en septembre 2024, McFarland a annoncé sur ses réseaux avoir déjà vendu 100 de tickets sur les 3000 mis en vente. Et tout cela, tenez-vous bien, alors qu'il doit encore la bagatelle de 26 millions de dollars pour les déboires de la première édition. Alors, le Fire Festival 2 sera-t-il lui aussi une arnaque de grande ampleur? Voilà pour ce récit, que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean et à la collaboration des équipes de LDV Productions. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.